Chapitre 50. 15 jours environ après cette fameuse soirée pendant laquelle j'avais passé par tant d'émotions nouvelles et inconnues, j'étais occupé chez maître Menson, en l'absence de Niguet qui était allé faire un contrat de mariage à Pisseleu et de Roncin qui était allé en recouvrement à Aramon, à grossoyer tristement l'expédition d'un acte de vente, lorsque M. Labègue, un des collègues de mon patron, entra dans l'étude et, après m'avoir regardé d'un air goguenard, alla s'asseoir près de maître Menson dans la chambre voisine qui était son cabinet. On saura tout à l'heure la cause de ma tristesse. Lorsque la porte qui séparait les deux pièces était ouverte, et cette porte, pour la facilité des demandes que nous adressait maître Menson, restait constamment ouverte, à moins que le client ne la fermât pour entretenir le patron d'affaires secrètes, lors dis-je que cette porte était ouverte, on entendait de notre étude tout ce qui se disait dans le cabinet de maître Menson. En même temps que du cabinet de maître Menson, on entendait tout ce qui se disait dans notre étude. Ce monsieur Lebègue venait depuis quelques mois d'épouser une des filles du premier lit de monsieur de Violaine, nommée Éléonore. L'aînée, Léontine, s'était, quelque temps avant sa sœur, mariée à un percepteur des contributions nommé Cornu. La singularité du nom avait fait empêcher le mariage de se conclure. La railleuse jeune fille craignait d'être raillée à son tour, et plus elle était spirituelle, plus elle redoutait l'apparence du ridicule. Cependant, Cornu était lui-même un si bon et si honnête garçon, les autres étaient si bien habitués à ce nom porté par 2 ou 3 familles de Villers-Cotterêts, il y était si bien habitué lui-même, il répondait si naïvement et si victorieusement à la fois aux observations de sa fiancée, que celle-ci se décida. Une fois mariée, elle comprit une chose, c'est qu'il fallait enlever à ce malheureux nom qui semblait prédestiné, jusqu'à l'apparence du doute railleur qui s'y attachait. Elle fut l'épouse la plus chaste, la mère la plus tendre que j'aie jamais connue, et son mari, heureux, la rendit heureuse. Il n'en était pas tout à fait de même de madame Lebègue, plus jeune que sa sœur de 3 ou 4 ans, plus jolie et surtout plus coquette qu'elle. Cette coquetterie, fort innocente, je n'en doute pas, était en général assez mal interprétée par les caquets de la petite ville. Ce dont, dans son innocence, s'inquiétait peu madame Lebègue, ce dont, dans son insouciance, se raillait philosophiquement son mari. Ce mari était gros, rond, grêlé, assez laid et assez vulgaire de figure, mais brave homme au fond, quoiqu'on m'ait assuré depuis qu'il s'était ruiné, non pas pour avoir prêté à trop bas intérêt, mais par une raison toute contraire. J'ignore complètement la vérité de cette accusation, et je la tiens pour une calomnie, comme cette autre accusation, plus gracieuse et surtout plus philanthropique qui pesait sur sa femme. Voilà l'homme qui venait d'entrer, qui s'était assis près de M. Menson et qui, pour le moment, tenait avec lui une conversation à voix basse entremêlée de quelques éclats de rire. Grâce à la suprême finesse d'oreille dont m'avait doué la nature et que j'avais perfectionnée à la chasse, il me semblait avoir entendu prononcer mon nom. Cependant, j'avais cru à une erreur d'acoustique, ne supposant pas que 2 si graves personnages pussent me faire l'honneur de s'occuper de moi. Et malheureusement pour mon amour-propre, et j'ai dit à quel point était développé chez moi ce sentiment qui serait ridicule s'il n'était si douloureux, malheureusement pour mon amour-propre, je ne pus douter longtemps. J'ai dit que M. Menson était fort moqueur et assez spirituel. Partout où il trouvait à mordre, il enfonçait sa dent. Vertu de femme, réputation d'homme, peu lui importait. Quand la rage mue de la raillerie s'emparait de lui, il s'en donnait à cœur joie et en pleine chair. Ce jour-là, n'ayant probablement pu rien trouver à mordre, il s'en prenait à moi. La pâture était maigre, mais enfin, mieux valait faire craquer mes pauvres os que de mâcher à vide et de gueuleter l'air. Donc, après quelques-uns de ces chuchotements et de ces éclats de rire étouffés qui avaient éveillé mon inquiétude, M. Menson éleva la voix.
Mon cher collègue, dit-il, c'est un chapitre du diable boiteux, retrouvé et encore inédit, que je compte faire imprimer à mon prochain voyage à Paris pour compléter l'œuvre de Lesage. Ah, dites-moi cela, reprit le bègue, je le raconterai à ma femme, qui le racontera à ses sœurs, qui le raconteront à tout le monde, cela posera d'avance notre publication. Monsieur Menson commença. Il y avait autrefois à Salamanque un écolier qui descendait d'une race arabe et que l'on nommait Samude. Il était encore si jeune que, si on l'y eût tordu le nez, il en serait bien certainement sorti du lait. Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir le ridicule de se croire un homme. Peut-être aussi, car pour être juste il faut tout dire, ce ridicule ne lui fut-il inspiré que par l'événement que nous allons raconter. On devine si j'écoutais attentivement. J'avais reconnu dès les premiers mots que c'était bien de moi qu'il était question, et je me demandais avec inquiétude où allait tendre ce début que je trouvais pour mon compte plus impertinent que pittoresque. Monsieur Menson continua, et l'oreille tendue, ma plume inactive à la main, j'écoutais. Le jour de la fête de la Pentecôte de l'an, je ne sais point parfaitement le millésime de l'année, mais enfin, c'était le jour de la fête de la Pentecôte qui est en même temps celle de la ville. Deux belles seignoras arrivèrent venant de Madrid et descendirent chez un brave chanoine qui était l'oncle de l'une d'elles. Par hasard, ce chanoine était le même chez lequel Samude avait appris le peu de latin qu'il savait. Or, comme il fallait aux deux belles madrilènes un cavalier servant qui ne put faire soupçonner leur vertu, le chanoine jeta les yeux sur son écolier et le pria de mettre ses deux bras à la disposition des nouvelles arrivées pour leur faire voir le parc de Salamanque, qui était fort beau, fort étendu, et qui appartient au duc de Rodelnas. Je ne m'appesantirai pas sur les aventures de ce premier jour, cependant je noterai en passant deux événements. Le premier fut la rencontre que fit notre écolier d'un seigneur élégant de Madrid, qui fut du premier coup d'œil remarqué par la señora Lorenza, à laquelle notre écolier, vêtu comme on l'est en province, c'est-à-dire à 10 ans de date de la capitale, donnait le bras. Ce jeune élégant s'appelait Odime. Le second fut un accident des plus graves, qui arriva au haut de choses de l'écolier, au moment où, pour donner à la belle Lorenza une preuve de sa légèreté, il sautait un fossé de 14 pieds de large. On comprend ce que je souffrais en écoutant ce récit indirect de mes tribulations amoureuses, qui, d'après la façon dont il procédait, ne devait pas s'arrêter aux deux premières mésaventures de ce premier jour. Monsieur Menson reprit. Ce qui avait surtout frappé la belle Lorenza, c'était la mise du jeune élégant. Tout au contraire de l'écolier, affublé d'un costume gothique emprunté à la garde-robe de ses aïeux, le seigneur Odime était vêtu à la dernière mode, c'est-à-dire d'un pantalon collant s'enfonçant dans de charmantes petites bottes découpées en cœur et d'un pourpoint de couleur sombre sorti de l'atelier d'un des premiers tailleurs de Madrid. L'écolier n'avait pas été insensible à cette attention toute particulière accordée par sa compagne au costume du bel Odime, et comme il commençait à comprendre l'influence que peut avoir sur une femme un habit taillé d'une certaine façon ou un pantalon teinté d'une certaine couleur, il résolut, dans la nuit qui suivit la fête, nuit pendant laquelle il décida qu'à quelque prix que ce fût il plairait à Lorenza, il résolut, dis-je, de se faire un costume en tout point pareil à celui que portait le jeune homme, qui, par une fatalité du destin, paraissait appelé à devenir son rival. Le point le plus important et surtout le plus coûteux du costume, c'étaient les bottes. Ce fut celui dont il s'occupa le premier. De l'autre côté de la place qu'habitait la mère de Samude, et qu'on appelait la place de la Fontaine, était le magasin du premier bottier de la ville. Il chaussait d'habitude l'écolier, mais ne lui avait encore fait que des souliers. Son jeune âge n'ayant donné à personne, pas même à lui, l'idée qu'il put, sans risquer une trop grande ressemblance avec le vénérable chaboté de Perrault, porter une autre chaussure que des souliers ou des espadrilles.
Maître Laudereau fut donc fort étonné quand son client se présenta chez lui et lui demanda résolument combien lui coûterait une paire de bottes. Il regarda Samut à deux fois. « Une paire de bottes ?» lui demanda-t-il. « Mais pour qui ?»« Mais pour moi » répondit fièrement l'écolier. « Et avez-vous l'autorisation de votre mère pour demander des bottes ?»« Je l'aurai. » Le bottier secoua la tête avec un air de doute. Il savait que la mère de Samut n'était pas riche, et que ce serait une folie à elle que de passer une pareille folie à son fils. « Ah, c'est cher des bottes, dit-il. »« N'importe, dites toujours le prix. »« Pour vous, ce sera 4 douros, tout au juste. »« Bien, prenez-moi la mesure. »« Je vous ai dit que je ne ferai rien sans l'autorisation de votre mère. »« Je vous l'enverrai. » En rentrant, l'écolier hasarda la demande d'une paire de bottes. La prétention parut si singulière à la mère de Samut qu'elle lui fit répéter 2 fois cette demande. C'était d'autant plus étrange que c'était pour la première fois que l'écolier s'occupait de sa toilette. Jusqu'à l'âge de 10 ans, on avait eu toutes les peines du monde à lui faire quitter une longue robe d'indienne à fleurs qui lui paraissait beaucoup plus commode que tous les hauts de chausses et tous les pourpoints de la terre. Puis, de l'âge de 10 ans à l'âge de 15, il avait indifféremment porté tous les vêtements dont on avait jugé utiles et à propos de l'affubler, préférant toujours les sales aux propres, les vieux aux neufs, parce que, avec les premiers, on le laissait sortir tout le temps et se rouler en tout lieu. La demande d'une paire de bottes paraissait donc à la pauvre mère insolite au dernier degré, et elle craignit que son fils ne fût devenu fou. « Une paire de bottes » répéta-t-elle. « Mais avec quoi mettras-tu cela ?»« Avec un pantalon collant, ma mère. »« Avec un pantalon collant, mais tu ne sais donc pas que tu es jambé comme un coq ?»« Pardon, ma mère, » répondit l'écolier, qui ne manquait pas d'une certaine logique, « mais si j'ai assez de mollets pour porter des culottes courtes, j'en aurai assez pour porter des pantalons collants. » La mère admira l'esprit de son fils et, à moitié vaincue par la repartie, « Le pantalon collant, dit-elle, est encore possible en recourant à l'armoire aux habits, mais les bottes, où trouveras-tu des bottes ? Pardieu, chez Laudereau. »« Mais cela coûte cher, mon enfant, des bottes, dit la pauvre femme avec un soupir. Mais tu sais que nous ne sommes pas riches. Bah, maman, Laudereau te fera crédit. On a beau avoir crédit, mon enfant, tu sais qu'un jour il faut finir par payer, et plus on tarde à payer, plus on paie cher. Oh, maman, je t'en prie. C'est combien cela coûte-t-il, des bottes ? 4 douros, ma mère. C'est 6 mois de ton éducation au prix que me la faisait payer le bon chanoine Grégorio. Tu paieras en 4 mois, bonne mère, insista l'écolier. Mais encore, veux-tu me dire quel bénéfice tu espères tirer de ce pantalon collant et de cette paire de bottes ? Je compte plaire à Dona Lorenza, la nièce du chanoine. Comment cela ? Oui, elle raffole des pantalons collants et des bottes, il paraît que c'est la dernière mode à Madrid. Eh bien, que t'importe ce dont raffole et ce dont ne raffole pas la nièce de Don Gregorio, je te le demande. Cela m'importe beaucoup, ma mère. Et pourquoi ? L'écolier prit un air de suprême fatuité. Parce que je lui fais la cour, dit-il. C'était mot à mot le dialogue que j'avais échangé avec ma mère à mon retour de chez Laudereau. Aussi, la sueur et la rage me montaient-elles au front. À ces mots, parce que je lui fais la cour, continua le narrateur, la mère de Samut fut saisie d'un invincible étonnement. Son fils, qu'elle voyait encore courant les rues avec sa grande robe à fleurs, ou renouvelant les vœux de son baptême son cierge à la main, son fils faisant la cour à la belle Dona Lorenza, lui apparaissait comme une de ces énormités auxquelles elle n'avait jamais songé. Sur quoi, voyant son doute, son fils retroussa la manche de sa veste et lui montra un bracelet de cheveux avec une agrafe en mosaïque. Seulement il se garda bien de lui dire que ce bracelet il l'avait pris à Dona Lorenza sans que Dona Lorenza le lui donnât, et que même elle en était tout inquiète, ne sachant pas ce qu'il était devenu.
Quoique le détail ne fût pas tout à fait à mon honneur, il était d'une effrayante exactitude. J'avais eu 3 jours ce bracelet en ma possession. Pendant ces 3 jours, je l'avais sinon montré, du moins laissé voir à plusieurs personnes, et entre autres à ma mère et à mes cousines de Violaine, près desquelles je tenais à me poser comme un homme à bonne fortune. Puis enfin, touché de l'inquiétude de l'or qu'il croyait l'avoir perdu, je le lui avais rendu en avouant humblement ma faute, qui me fut pardonnée, sans doute en considération de la joie qu'on éprouvait de retrouver ce bijou, mais qui ne l'eût pas été avec la même facilité si l'on eût connu mes indiscrétions. Aussi, la sueur qui, au commencement du récit, avait perlé sur mon front, coulait-elle à grosses gouttes sur mon visage. Seulement, je voulais savoir jusqu'à quel point M. Menson était instruit de mes aventures amoureuses, et j'eus le courage de rester, ou plutôt, je n'eus pas la force de m'enfuir. M. Menson reprit. À cette vue, la mère de Samut leva les mains et les yeux au ciel, et comme la pauvre femme ne sait rien refuser à son fils, elle lui dit avec un soupir. Eh bien, soit, puisqu'une paire de bottes peut te rendre heureux, va commander des bottes. L'écolier ne fit qu'un bond de chez lui à M. Laudreau. Il arrêta le prix à 3 douros et demi, et 4 mois furent accordés pour le paiement. Et puis on visita l'armoire aux habits, on en tira un pantalon d'uniforme bleu clair à bandes d'or, on vendit à un orfèvre la bande d'or qui rapporta 1 douros et demi, lequel douros et demi fut donné à l'écolier comme argent de poche, sa mère jugeant que ses naissantes amours l'entraîneraient naturellement à quelques dépenses extraordinaires. Quant à l'habit, on arrêta que ce serait celui de la première communion qui serait retaillé sur un patron moderne et remis à la mode nouvelle. Pendant que tous ces préparatifs de séduction se faisaient, l'écolier, comme il l'avait dit à sa mère, continuait de faire sa cour. Mais fort brave en parole, fort habile en théorie, loin de la belle Dona Lorenza, il était fort timide d'action, fort maladroit en pratique près d'elle. Tout en ayant l'air d'attendre avec impatience le tête-à-tête, il ne craignait rien tant que de rester seul avec elle. Alors il perdait complètement l'esprit, se taisait au lieu de parler, se tenait coi au lieu d'agir, les plus belles occasions lui étaient offertes et il les laissait échapper. L'impatiente madrilène avait beau lui faire comprendre que tout ce temps était du temps perdu et que le temps perdu ne se rattrape jamais, il était de son avis au fond du cœur. Il enrageait contre lui-même chaque soir en rentrant chez lui, et en récapitulant les occasions de la journée, il se promettait de ne pas laisser échapper ces occasions le lendemain, si ces occasions se représentaient. Puis il lisait, pour se monter la tête, un chapitre de Faublas, s'endormait là-dessus, faisait des rêves, pendant lesquels il était d'une audace étourdissante. Le jour venu, il se faisait serment à lui-même de continuer ses rêves de la nuit. Puis, en attendant les bottes et le pantalon collant, qui se confectionnaient avec une lenteur toute provinciale, il repassait sa culotte courte, son gilet de basin, son habit bleu barbeau, et reprenait ses promenades stériles dans la forêt. Il regardait avec un œil de tristesse les beaux matelas de mousse qu'il foulait aux pieds, et sur lesquels il n'osait pas même offrir à sa compagne de s'asseoir. Les belles profondeurs de verdure sous lesquelles elle ne demandait pas mieux que de s'enfoncer avec lui. Il allait jusqu'au frémissement, jusqu'au soupir, jusqu'au serrement de main, mais c'étaient là les limites les plus avancées de sa hardiesse. Une fois seulement, il baisa la main de Dona Lorenza. C'était la veille du jour où il devait se présenter à elle avec son costume de conquête. Mais il lui fallut un tel effort pour accomplir cet acte de témérité qu'après l'avoir accompli, il faillit se trouver mal. Ce fut ce jour-là que la belle Dona Lorenza perdit, à ce qu'il paraît, tout espoir de voir l'enfant devenir un homme, et que, sans en rien dire à son maladroit adorateur, elle prit une résolution décisive. On se quitta comme d'habitude, après avoir passé la soirée à jouer à ces jeux innocents que détestait tant madame de Longueville.
Le lendemain, nous l'avons dit, était le grand jour. Le tailleur et le bottier furent exacts. La réunion habituelle des jeunes gens était de midi à 1 heure, après quoi on partait en promenade. La señora Victoria avec un jeune bachelier, duquel je tiens une grande partie de ses détails, et l'écolier avec la señora Lorenza. Malheureusement, si étroit que fût le pantalon collant, il fallut faire une pince au mollet. Cette pince prit du temps, et Samut ne fut complètement prêt qu'à 1 heure. Il se sentait en retard. Il s'élança rapidement vers la maison du chanoine Gregorio, où avait lieu le rendez-vous quotidien. Sa nouvelle toilette produisit un effet du meilleur augure dans les rues où il passait. On accourait aux portes, on se mettait aux croisées, et lui saluait de la tête en disant en lui-même « Eh bien oui, c'est moi, qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Avez-vous cru qu'on ne pouvait pas avoir de bottes, un pantalon collant et un habit à collet piqué comme monsieur Odim? Si vous avez cru cela, détrompez-vous !» Et il continuait son chemin en redressant de plus en plus la tête, convaincu qu'il était de s'approcher d'un éclatant triomphe. Mais, nous l'avons dit, la malheureuse pince du mollet avait amené un retard de près d'1 heure, et quand l'écolier arriva à la maison du chanoine, les deux signoras étaient partis. Jusque-là, c'était un petit malheur. Nourri dans le parc de Salamanque, comme Osmine dans le sérail de Bajazet, l'écolier en connaissait tous les tours et détours. Il allait donc s'élancer à la poursuite de la dame de ses pensées, lorsque la sœur du chanoine lui remit une lettre qu'en sortant, Doña Lorenza avait laissée pour lui. Samut ne doutait point que cette lettre ne lui enjoignît la plus grande diligence. Au reste, c'était la première qu'il en recevait. Il sentit tout le prix de cette faveur, baisa tendrement la lettre, la décacheta, et le cœur bondissant, la respiration haletante, il lut ce qui suit. Mon cher enfant, depuis 15 jours, je me reproche d'abuser, comme je le fais, de la complaisance que vous devez avoir à mon oncle qui vous a fort indiscrètement prié d'être mon cavalier. Quelque effort que vous fassiez pour cacher l'ennui que vous causent des occupations au-dessus de votre âge, je me suis aperçu des dérangements que je cause dans vos habitudes et je me les reproche. Retournez donc à vos jeunes camarades qui vous attendent pour jouer au bar et au petit palais. Soyez au reste sans inquiétude pour moi. J'ai accepté, pour le peu de temps que j'ai encore à passer chez mon oncle, le bras de monsieur Odim. Recevez, mon cher enfant, tous mes remerciements pour votre complaisance et croyez-moi votre bien reconnaissante Lorenza. La foudre tombée aux pieds de notre écolier ne l'eût pas plus anéanti que ne fit cette lettre. À la première lecture, il ne sentit que le coup, il la relut 2 ou 3 fois et sentit la douleur. Alors il lui vint à l'esprit que, puisqu'il avait négligé jusque-là tous les moyens de prouver à la belle Lorenza qu'il n'était pas un enfant, il lui restait un seul moyen pour lui prouver qu'il était un homme. C'était de provoquer Odim de se battre avec lui, et, ma foi, séance tenante, notre écolier, qui est fort rageur, écrivit à son rival la lettre suivante. Monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire pour quelle cause je désire vous rencontrer dans une des allées de la forêt avec 2 témoins, vous le savez aussi bien que moi. Comme vous pourrez prétendre que vous ne m'avez pas insulté et que c'est moi qui vous provoque, je vous laisse le choix des armes. J'ai l'honneur de vous saluer. Post-scriptum, vous ne rentrerez probablement ce soir qu'assez tard, et je ne puis exiger une réponse ce soir, mais je désire la recevoir demain d'aussi beau matin que possible. Le lendemain matin, en se réveillant, il reçut une poignée de verges avec la carte de don Odim. C'était l'arme qu'avait choisie son rival. On juge de l'effet que produisit sur moi la fin de ce récit. Hélas, c'était la narration fidèle de tout ce qui m'était arrivé. Ainsi avaient fini mes premières amours, et s'était terminé mon premier duel. Je poussai un cri de rage, et m'élançant hors de l'étude, je revins tout courant vers ma mère, qui jeta des hauts cris en voyant l'état dans lequel je me trouvais. 10 minutes après, j'étais couché dans un lit bien bassiné,
et l'on avait envoyé chercher le docteur Lécosse, lequel me traita pour une fièvre cérébrale qui, prise à temps, n'eut pas de suite. Je prolongeai au reste ma convalescence à dessein, et ne sortis que lorsque les deux Parisiennes eurent quitté Villers-Cotterêts. Je ne les ai jamais revues depuis, ni l'une ni l'autre.